Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la Cour internationale de justice a accordé à la Somalie la majeure partie de la zone maritime revendiquée par le Kenya. Décision rejetée par le Kenya. A noter que les décisions de la CIG s'imposent aux parties et sont sans appel, mais la Cour ne dispose pas de moyens contraignants pour les faire appliquer. La Banque mondiale accompagne le Cameroun dans ses projets de développement. L'institution bancaire va octroyer une ligne de crédit de plus de 200 milliards de francs CFA au pays pour la réalisation de 3 grands projets. Et puis au Sénégal, les écoliers ont retrouvé le chemin de l'école ce jeudi 14 octobre. Une rentrée scolaire sur fond de pandémie de Covid-19. Le gouvernement assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir son bon déroulement. Mais tout d'abord, la Cour pénale internationale ouvrira-t-elle un procès contre Mahamat Saïd Abdelkani? Le procès de ce commandant rebelle présumé de la coalition Seleka s'est ouvert mardi 12 octobre à La Haye. Mahamat Saïd Abdelkani aurait, selon le procureur de la CPI, joué un rôle dans les violences que la Centrafrique a connues en 2013. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment d'actes de torture, de disparition forcée et de persécution. Il a été remis à la CPI par les autorités de la République centrafricaine le 24 janvier 2021. L'accusation a demandé à la Cour de valider les charges contre lui. La Cour dispose désormais de 60 jours pour rendre sa décision, confirmer les charges et ouvrir la voie à un procès ou refuser de confirmer les charges et mettre un terme aux procédures contre Abdelkani. Une troisième voie est aussi possible, ajourner l'audience et demander au procureur d'apporter de nouvelles preuves ou de modifier les charges. Le Kenya rejette la décision de la Cour suprême des Nations Unies dans le conflit maritime qui l'oppose à la Somalie. La CIG a tranché ce mardi 12 octobre en donnant raison à la Somalie. Pour rappel, Nairobi et Mogadiscio s'opposent depuis 7 ans sur le tracé de leurs frontières maritimes, revendiquant tous deux la souveraineté sur une vaste zone maritime susceptible d'abriter des gisements de pétrole et de gaz. Joël Ballot. Dans le conflit maritime opposant le Kenya à la Somalie, la Cour suprême des Nations Unies a tranché en faveur de la Somalie en lui accordant la majeure partie d'une zone maritime de 100 000 km² de l'océan Indien, riche en pétrole et en gaz. Une décision rejetée par le gouvernement kenyan qui affirme exercer sa souveraineté sur la dite zone depuis plus de 40 ans. Si le Kenya n'est pas surpris par la décision, il est profondément préoccupé par l'importance de celle-ci et ses implications pour la région de la Corne de l'Afrique et le droit international en général. D'emblée, le Kenya souhaite indiquer qu'il rejette en totalité et ne reconnaît pas les conclusions de la décision. Aujourd'hui, tout le Kenya s'insurge contre cette décision de la Cour suprême des Nations Unies. Une décision jugée inappropriée et dont la nouvelle répartition pourrait entraver les relations diplomatiques et sécuritaires dans la sous-région. La décision de la Cour internationale de justice est un contretemps dans la recherche d'une solution pacifique entre la Somalie et le Kenya, deux pays qui ont déjà d'autres problèmes qui tendent leurs relations, notamment le problème de la reconnaissance du Somaliland par le Kenya, ainsi que certains problèmes que poseraient quelques réfugiés somaliens au Kenya. Maintenant, continuer par des voies judiciaires, parce que le Kenya a la possibilité d'aller au niveau du tribunal international du droit de la mer, n'est pas judicieux. Le mieux à faire serait de procéder à des négociations afin d'exploiter en commun cette zone économique exclusive. La Cour internationale de justice a rejeté le tracé de la frontière réclamé par le Kenya à partir de la côte, affirmant que celle-ci aurait eu un grave effet de coupure pour la Somalie. Le Kenya conserve toutefois une partie du triangle d'eau contesté entre les deux pays depuis 7 ans. Dans l'actualité également, fureur et indignation après la mort d'une fillette ce jeudi 14 octobre à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun. Selon des médias locaux, un gendarme aurait ouvert le feu sur une voiture conduite par une mère de famille qui emmenait sa fille à l'école. La balle a mortellement touché la fillette âgée de 4 ans qui se trouvait sur la banquette arrière. La situation a dégénéré par la suite. Le gendarme a violemment été pris à partie par la foule et a succombé
échappé aux coûts administrés par celle-ci. Le gouverneur et les autres autorités de la ville mettent tout en œuvre pour faire retomber la pression et la colère de la population. Toujours au Cameroun, les autorités vont bénéficier d'un appui financier de 236,5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour la réalisation de 3 projets de développement. Des projets qui visent à améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de la Benoué, promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement secondaire et professionnel de qualité et à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Joël Ballot. Pour favoriser la croissance économique, la Banque mondiale a octroyé au Cameroun une subvention de 236,5 milliards de francs CFA à travers la signature de 3 accords. Ce financement est destiné à des projets visant respectivement à améliorer la sécurité alimentaire dans la vallée de la Benoué, à promouvoir l'égalité d'accès à un enseignement secondaire et professionnel de qualité et à accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes. Les progrès obtenus par le Cameroun ces dernières années se sont trouvés menacés par la pandémie Covid-19. À travers ces projets, nous nous engageons à renforcer notre partenariat afin d'améliorer la vie de millions de Camerounais et d'accompagner le pays vers une reprise verte, résiliente et inclusive. Financé à 117,9 milliards de francs CFA, le projet Viva Benoué s'inscrit dans l'amélioration de la production agricole dans les parcelles culturales de la vallée de la Benoué. Le projet SWED 2 vise à rehausser d'au moins 10% le taux de maintien des filles au secondaire dans les zones d'intervention du projet. Et pour le projet PADES, il s'agira de renforcer les capacités des personnels d'encadrement et formation de nouveaux enseignants du secondaire général et de mettre en place un fonds compétitif de développement des compétences. La Banque mondiale, pour réussir cela, devra accompagner le projet d'un dialogue public-privé profond, local, et aussi d'une association des jeunes filles dans le développement de l'entrepreneuriat. Il faut développer de nouvelles niches agricoles visant à réduire la fraction de la pauvreté, surtout en zone rurale et au travers de l'agriculture, l'élevage et aussi de la pêche. Avec ce nouvel engagement, le nombre de projets en cours de mise en œuvre passe de 15 à 18 pour une enveloppe estimée à 1649,8 milliards de francs CFA et accroît ainsi le volume du portefeuille de la Banque mondiale de 23,7%. En rappel, la Banque mondiale est le premier partenaire au développement du Cameroun en termes de concours financiers et en particulier dans le secteur de l'énergie. Au Sénégal, après les enseignants le 11 octobre, les élèves ont à leur tour repris le chemin des classes ce jeudi 14 octobre. Une rentrée scolaire sous fond de pandémie de Covid-19. Le gouvernement s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que cette année scolaire puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Aïssa Toubari. Au Sénégal, la rentrée pour l'année scolaire 2021-2022 a été officiellement lancée le 14 octobre 2021. Le chef de l'État, Macky Sall, a invité les ministres en charge de l'éducation à prendre toutes les dispositions permettant de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles sur toute l'étendue du territoire. Une nouvelle rentrée sous l'ombre du Covid-19. Il est vrai que toutes les régions du Sénégal ont reçu leur dose, mais dans le contexte actuel, nous allons travailler avec une stratégie de ciblage plus affinée dès la rentrée scolaire. Nous allons nous assurer que chaque enseignant qui vient en classe est vacciné. C'est extrêmement important pour notre stratégie. De plus, à mesure que les universités rouvriront, nous allons nous assurer que chaque étudiant soit vacciné. Les autorités, au compte de cette nouvelle année, prévoient le recrutement de 5 000 enseignants, en plus du recrutement annuel de 3 700 sortant des écoles de formation. Une mesure qui permettra de pallier le déficit en personnel enseignant dont le Sénégal est confronté. L'État a également prévu un budget de 10 milliards de francs CFA pour financer la confection des tenues scolaires. Je voudrais donc, à l'entame de l'ouverture des classes, souhaiter à tous les enseignants du Sénégal, aux élèves du Sénégal aussi une bonne rentrée scolaire et une bonne année scolaire. Mais autant le dire très rapidement, la sérénité de l'année scolaire dépend de la réaction du gouvernement du Sénégal par rapport
au protocole d'accord signé le 30 avril 2018, parce que depuis lors, bien entendu, nous avions attendu parce qu'il y avait la pandémie, mais nous nous sommes rendus compte quand même qu'il y a des questions qu'on aurait dû régler même durant cette pandémie. L'autre élément, c'est que nous avions beaucoup appelé à des rencontres, surtout de monitoring, durant les vacances pour que nous puissions en tout cas régler certaines questions avant les ouvertures. Le gouvernement ne l'a pas fait non plus. En tout cas, les enseignants sont très déterminés cette année à faire aboutir les accords qu'ils ont signés déjà. Et c'est la raison pour laquelle cela n'augure pas du tout une année stable. Et si le gouvernement ne change pas l'orientation prise jusque-là, nous allons vers une année très perturbée. Autre mesure forte pour le bon déroulement de l'année académique 2021-2022, c'est la reprise des négociations avec les organisations intersyndicales dont les grèves à répétition avaient fortement impacté le bon déroulement des cours. À la sortie de ces concertations, les différentes parties espèrent aboutir à une année scolaire et académique apaisée avec zéro perturbation. Plus de 60% des pays africains ont interdit l'usage des sacs plastiques, mais la présence de ces polluants persiste malgré les législations. C'est notamment le cas au Cameroun où l'ONG Greenpeace milite pour que la suppression des emballages plastiques soit effective. Robert Tobokbe. Un peu plus de 42 tonnes de plastique non biodégradable saisies par les autorités camerounaises à Garoua, dans la région du Nord. Chez Greenpeace, la mesure est salutaire et les autorités devraient doubler d'ardeur pour l'abolition du plastique. Le ministère de l'Environnement doit veiller avec plus de rigueur au respect de l'arrêté interdisant l'usage du plastique au Cameroun. Il en a les moyens, nous espérons que cette bonne action ne va pas s'arrêter là, car l'État dispose de tous les moyens pour bannir à jamais le plastique de nos habitudes. En 2012, le Cameroun a rendu public une décision portant interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables de moins de 60 microns. Dans les marchés et les ménages, ceux-ci sont toujours autant visibles. Tout au contraire, la filière semble bien se porter, les prix des emballages ayant au moins été multipliés par 2. La première lecture, c'est que la population pour laquelle l'État, à travers ses différents démembrements, consent d'énormes efforts, refuse de prendre conscience de la gravité du problème et refuse de se joindre à la dite lutte. La deuxième lecture, c'est qu'il y a des opérateurs véreux tapis dans l'ombre qui continuent d'entretenir la chaîne de la contrebande au mépris de la réglementation. Pour certains environnementalistes, l'arrêté du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables demeure faible parce que les sanctions ne sont pas suffisamment coercitives. La seule sanction étant la saisie et la destruction des emballages non biodégradables aux frais du promoteur. L'actualité sportive à présent, la FIFA lève la suspension de la Fédération de football du Tchad. Cette suspension avait été prononcée pour ingérence du gouvernement dans l'instance du football tchadien suite à la dissolution de la FTFA actée par le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays au mois de mars 2021. Ce retour à la normale suscite des satisfactions dans le pays. Le point avec Robert Tobokbe. 6 mois dans l'impasse avant que n'arrive le communiqué de la Fédération internationale de football association aux allures de libération pour le football international tchadien le 12 octobre. Jusqu'à cette levée de suspension, les équipes représentatives et les clubs de la FTFA n'avaient pas le droit de participer à des compétitions internationales. Aucun des membres ou officiels ne pouvait bénéficier de programmes de développement, cours ou formation de la FIFA. Le bureau du conseil de la FIFA a décidé de lever la suspension de la Fédération tchadienne de football avec effet immédiat. Suite à la levée de cette suspension, une mission conjointe FIFA-CAF sera déployée en N'Djamena sans délai pour faire suite aux discussions avec la Fédération tchadienne de football et le gouvernement tchadien. Après la dissolution de la FTFA, la Fédération tchadienne de football, les autorités gouvernementales ont rétabli les pouvoirs délégués de l'institution. Elles ont également abrogé leur décision de créer un comité national pour la gestion temporaire du football. Les locaux de la FTFA sont à nouveau sous le contrôle du président Mokhtar Mahamoud. Des raisons qui ont pesé sur la décision de la FIFA. Un retour à la normale qui réjouit les autorités.
Le gouvernement du Tchad et la FIFA, après plusieurs échanges, donc, ont décidé de lever de manière graduelle les mesures, notamment du côté du gouvernement, abroger tous les actes qui ont été pris, et du côté de la FIFA, lever la suspension en vue de redynamiser le football. C'est un pas considérable et nous remercions et surtout reconnaissons la franchise avec laquelle ces échanges ont mené à cette situation actuelle. Après cette interdiction, une mission dont a été dépêchée que j'ai reçue après les échanges avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Et ces échanges ont donc permis d'étaler sur les perspectives que le ministère a dans le domaine du développement du football et les causes qui ont mené à la situation qu'a subi le football tchadien. Rappelons qu'après la dissolution de la Fédération tchadienne de football par le gouvernement, la CAF a disqualifié le pays des 2 derniers tours de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de janvier au Cameroun. Une mesure sans conséquence dans les faits, le Tchad n'ayant raté aucun match de compétition. La sélection nationale a été éliminée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au premier tour en 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.